aujourd'hui dans un contexte de technique médiatique un étonnant regain d'actualité. Tous les néo-animismes grandissants de notre temps le montrent. Après les civilisations soi-disant archaïques, sauvages, c'est à notre tour d'être bientôt confrontés, si l'on en croit tout du moins la lecture que Guattari propose de la disposition animiste, à des objectivités-subjectivités, entre guillemets, concept de Guattari, qui se chevauchent les unes les autres, entre guillemets, s'envahissent, il continue de citer Guattari, pour constituer les entités collectives, mi-chose, mi-âme, mi-homme, mi-bête, machine et flux, matière et signe, et dans lesquels, il reprend la citation de Guattari, les sphères de l'extériorité ne sont pas radicalement séparées de l'intérieur. Fin de la citation, donc c'est là qu'il avait cette idée de la nouvelle pensée de l'extériorité, c'est Guattari. Une autre de ses influences. Tertium datur, continue Earle, immanence et même imminence et transversalité du sens. Donc là maintenant, en 2012, il révèle une autre de ses grandes influences qui est Guattari, Félix Guattari. On remarque dans ce que je viens de lire, sous le jargon de Earle, auquel on commence à s'habituer maintenant que je le cite depuis 2 séances, que les délires de mixité, objectivité, subjectivité, comme écrit le Guattari, qu'il emprunte à Guattari en les qualifiant de néo-animisme, ne servent qu'à dissimuler la seule et unique mixité qui vaille pour la cybernétique, et qui d'ailleurs la détermine à la source depuis ses premières élucubrations en temps de guerre, j'en avais parlé, c'est évidemment la mixité homme-machine. D'emblée, dès le texte fondateur de McCulloch et de Pitts, dont j'ai longuement parlé, il y a 2 ou 3 séances. À savoir cette mixité homme-machine, le cyborg ou l'androïde, sournoisement qualifié de tertium datur, ici, c'est-à-dire c'est une référence à l'expression aristotélicienne classique du tiers exclu. Tertium non datur, c'est-à-dire chez Aristote, traduit en latin, la troisième n'est pas donnée, qui résume le principe de non-contradiction. Donc il revient sur le principe de non-contradiction aristotélicien et dit la troisième est donnée, la troisième c'est l'homme-machine. C'est ça qu'il veut dire. C'est codé, hein, évidemment, il faut aller décoder les conneries d'un Earle, mais bon, je suis là pour ça. Donc voilà. Derrière l'enthousiasme jargonneux de Earle pour les thèses de Guattari. Et il est très enthousiaste. Il parle de son intuition diagnostique. Earle parle de Guattari en parlant de l'intuition diagnostique de Guattari. De ces entités autopoïétiques, des entités autopoïétiques qui se fabriquent elles-mêmes, poïétiques, autopoïétiques, ou proto-autopoïétiques, qui sont des prothèses, comme des prothèses qui s'appliquent à l'humain et qui sont autopoïétiques, elles se fabriquent elles-mêmes. Ces hétérogenèses machiniques, alors je ne sais pas si c'est des concepts de Guattari ou de Earle, non, je pense que c'est des concepts de Guattari qui reprend, il s'agit de justifier sans réticence et d'adhérer au monde cybernétisé tel qu'il achève de se mettre en place dans les années 80, lorsqu'écrit Guattari, en 1980. Ce qui est impardonnable de la part d'un Guattari, c'est-à-dire d'écrire ce genre de conneries en 1980 quand le ravage est déjà là, c'est la meilleure preuve, selon moi, qui ne connaît pas bien la pensée de Guattari, mais ça ne m'a pas donné envie de la connaître, que Guattari est un sous-penseur. Alors, pendant que je vous cite ce que dit Earle de Guattari, je vais vous mettre sous les yeux où on en est aujourd'hui avec ces histoires d'hybridation, si vous voulez, homme-machine, que j'ai trouvé par hasard. C'est une publicité qui apparaît sur Twitter, lorsqu'on va sur Twitter sans qu'on la demande, et la voilà. Je vous la mets en grand parce que sinon on ne va pas bien la voir. Voilà. Vous voyez ? Voilà ce qu'écrit Earle, pendant que vous lisez cette publicité pour Malakoff Humanis. Guattari lui-même a thématisé à maintes reprises, notamment dans ses derniers textes, les causes inhérentes aux technologies médiatiques qui ont conduit à ce processus d'esthétisation générale, évoquant un investissement inédit des médias qui ne serait plus celui des masses médias, mais celui par exemple des nouveaux modes de composition et de nouveaux agencements d'énonciation tels que les rendent possibles. Donc il résume ce qu'écrit dans les années 80 Guattari. Je vous mets une autre publicité qui est apparue aussi sur Twitter sans que je le veuille par hasard. Hein, vous voyez, vous avez repéré de quoi ça parle, évidemment. Et donc, tel que les rendent possibles quoi, dans les années 80,
merveilleuse néo-machine vantée par Guattari, les radios libres, la vidéo, les films en Super 8, le Minitel, l'ordinateur, la télématique, ou encore l'accès interactif aux banques de données, de manière plus générale, la révolution alors déjà en cours dans le domaine de la technologie de l'information. Donc c'est toujours Earle qui résume la pensée et l'enthousiasme cybernétique de Guattari, et il continue, il termine, Guattari, a salué l'expansion prodigieuse d'une subjectivité assistée par ordinateur. Fin de la citation de Guattari. Grosse connerie, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? La subjectivité assistée par ordinateur, et l'éventualité d'une, ouvrir les guillemets, donc il cite à nouveau Guattari, 1980, dans les années 80, cité subjective, reconstituée par la voie de la technologie. Fin de la citation de Earle citant Guattari. Vous voyez là, autant il y a des choses avec lesquelles je ne suis pas toujours d'accord chez Deleuze, autant là on voit la différence de pensée, de conception des choses. Quelqu'un qui, pour le dire autrement, qui par sa pensée, et en général ça jargonne beaucoup et immédiatement dès qu'il se met à aller dans le sens que je dis maintenant, à savoir qui regarde en spectateur, au sens de Debord, le monde qu'il a devant les yeux, ça ne peut pas être un penseur. Le penseur doit considérer que chacune de ses assertions, chacune de ses phrases, remodèle d'une certaine manière ou participe à métamorphoser le monde, en bien comme en mal, à réparer le monde ou à abîmer le monde. Un connard comme Guattari, je suis obligé de dire ça parce que je ne connaissais pas, et avec ce que je lis dans Earle, et que Earle le porte au nu comme ça, et avec ces citations-là, qui nous explique que le monde qui est en train d'apparaître en 1980, c'est un monde merveilleux parce que l'homme et la machine vont s'hybrider de manière comme le montrent les vidéos, les Super 8, le Minitel, etc. C'est pas un type qui pense le monde. C'est pas une pensée qui pense le monde, c'est l'évidence. C'est une pensée qui contemple le monde et qui s'extasie devant le monde, qui est ravagé qu'elle a sous les yeux. C'est un monde que j'ai bien connu. Moi, je suis né en 1963, j'ai vu l'arrivée du Minitel, j'ai vu l'arrivée de toutes ces choses-là, les radios libres, toutes ces choses-là qui enthousiasmaient tout le monde. Ça n'a jamais... Il fallait être d'une candeur, d'une naïveté, mais imbécile, profondément imbécile, pour penser que ces choses-là avaient quelque rapport que ce soit avec la pensée. Le Minitel, la vidéo, la Super 8, tout ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On en revient toujours à la formule extraordinaire de Picasso, qui n'a pas vu apparaître ça, mais enfin, qu'on a vu des prémices avec la télévision, par exemple, ou avec les ordinateurs, les premiers ordinateurs, c'est qu'il a dit les ordinateurs ne servent à rien parce qu'ils n'apportent que des réponses. Picasso, voilà. Voilà un génie face au monde moderne. Voilà. Je passe sur les références à Simondon chez Deleuze, parce que Deleuze a aussi un peu parlé de Simondon, il n'en a pas fait des tonnes. Je vous renvoie à une étude de Judith Michalet qui s'appelle Deleuze et Simondon, que j'ai trouvée sur Internet. Et je ne m'attarde pas trop sur Guattari et sur l'idée d'une mutation de la subjectivité qui va de pair avec la mutation des machines. Hein, comme je viens de vous l'expliquer, je n'avais jamais lu Guattari, et autant vous dire que ce ne sont pas les références enthousiastes de Earle qui vont m'inciter à le lire maintenant. Cela n'est pas plus convaincant à mes yeux que les propos du pauvre Simondon, cité par Earle à nouveau. La machine qui est douée d'une haute technicité est une machine ouverte. Et l'ensemble des machines ouvertes, ouvertes à quoi, ouvertes à quel mode, on ne sait pas. Et l'ensemble des machines ouvertes suppose l'homme comme organisateur permanent, comme interprète vivant des machines les unes par rapport aux autres, loin d'être le surveillant d'une troupe d'esclaves. C'est plutôt l'inverse évidemment qui est en train d'arriver, c'est que c'est les hommes qui sont surveillés par les troupes de machines. L'homme est l'organisateur. Les hommes qui sont surveillés et esclavagisés par des troupes de machines, hein, vous voyez, c'est pas une blague, évidemment. L'homme est l'organisateur permanent d'une société des objets techniques qui ont besoin de lui comme les musiciens ont besoin d'un chef d'orchestre. Ça, c'est du Simondon, repris par... Toutes ces fadaises fantasmatiques de Simondon ou de Guattari. Exemple, la machine implique une complémentarité non seulement avec l'homme qui la fabrique, la fait fonctionner ou la détruit, mais elle est elle-même dans un rapport d'altérité machinique avec d'autres. Ça, c'est Guattari, cité par Earle. Sont réduites en poudre par ce qu'est devenu le monde des machines cybernétiques aujourd'hui. Demandez donc à votre smartphone, c'est-à-dire téléphone intelligent, en traduction,
fabriqués par des esclaves en Asie du Sud-Est, ce qu'ils pensent du rapport d'altérité machinique. Derrière cet enthousiasme technophile, pourtant depuis longtemps révoqué par de bien plus profonds et lucides penseurs que Simondon, Guattari ou Earle, par exemple Debord, qui dès 1962 écrivait dans l'International situationniste, on est en 1962, je ne sais pas si j'ai déjà fait cette citation, mais je la refais tellement elle est importante, c'était dans une note sur la consultation visant à définir la région parisienne à la fin du siècle. Donc il y a eu une consultation envoyée à tous les intellectuels sur la région parisienne à la fin du siècle, comment il l'imaginait. Et Debord, dans l'International situationniste, y répond, et voilà ce qu'il répond. Une cybernétisation totalitaire et hyper hiérarchisée, qui serait naturellement très différente des rêves actuels des cybernéticiens ou des expériences anciennes de dictature fasciste, mais qui en retrouverait quelques traits, au pluriel, mêlés à ceux qui apparaissent partout dans la société démocratique de l'abondance. 2 points. Le contrôle perfectionné sur tous les aspects de la vie des gens réduisent à une passivité maximum dans la production automatisée comme dans une consommation entièrement orientée selon les mécanismes du spectacle par les possesseurs de ces mécanismes. Voilà, là on voit un génie, un penseur, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? 1962, il a tout vu, il a tout compris. Pour vous dire que la vraie pensée, elle n'est pas influençable par la cybernétique. Les vrais penseurs, Artaud, Debord, Heidegger, je cite toujours les 3 mêmes, pour moi ce sont ceux qui m'ont le plus influencé et qui m'ont le mieux fait comprendre tout ce que je vous dis aujourd'hui. Ce sont des gens qui voient arriver ce néo-monde et qui en comprennent d'emblée les soubassements totalitaires qu'on est en train de se prendre en pleine tronche aujourd'hui en 2022. Au cas où ça ne vous serait pas une évidence. Donc derrière cet enthousiasme technophile d'un Simondon, d'un Guattari,